Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes donc en direct sur l'antenne de Radio Classique et de LCI avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Je voudrais simplement préciser d'entrée d'abord bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Une petite question, ça fait partie des informations de ces dernières heures. Il semblerait que le gouvernement ait supprimé un amendement qui voulait vous écarter du Grand Paris suivant la volonté d'Anne Hidalgo. C'est vrai cette histoire? Ah, c'est pas le gouvernement, c'est le Conseil constitutionnel. Ouais, enfin, avec quand même l'approbation du gouvernement, peut-être. Ah non, pas du tout. C'est le Conseil constitutionnel et contre le gouvernement. Les socialistes, et menés par la maire de Paris, ont voulu faire quelque chose qui en démocratie est insensé et sanctionné, et l'a été, qui a été de chercher par la loi, en fait, à écarter la concurrence politique. Ils ont cherché par la loi à m'écarter du Grand Paris. Et ça a été sanctionné par le Conseil constitutionnel qui les a censurés, logiquement. Mais enfin, c'est fou de devoir en arriver là. C'est fou de devoir demander au Conseil constitutionnel de faire respecter des principes qui sont des principes fondamentaux. Il y a que dans les démocraties dites populaires que on arrange les élections tout simplement en faisant en sorte de choisir qui va pouvoir. Simplement, je suis présente à tous les conseils des élus, j'y participe depuis longtemps et je souhaite participer à le construire d'une manière ou d'une autre. Alors la crise des migrants maintenant qui est la grande affaire, la crise des réfugiés, il y a des propositions qui tournent dans tous les sens, à gauche comme à droite, et celle de Nicolas Sarkozy ce matin donc dans le Figaro, et on va vous écouter avec beaucoup d'intérêt. Alors prenons par la question qui est la question, disons, émotionnelle. Est-ce que vous trouvez normal que dans ce domaine-là, justement, une photo change comment on peut dire, l'appréciation politique des choses? Je donnerai qu'un seul exemple. Avant la photo, les Français étaient massivement contre, et après la photo, ils sont plutôt pour. On est passé de 55% de gens qui étaient contre en France à 63% de gens qui sont pour. Cette photo, elle est bouleversante, mais est-ce que c'est rationnel? Mais, vous savez, je crois que c'est normal tout simplement d'avoir des sentiments partagés. Et quand on a des sentiments partagés, il y a un moment où, évidemment, on peut pencher d'un côté ou de l'autre. Des sentiments partagés parce qu'il y a une formidable compassion face à ce qui se passe. Et enfin, depuis des semaines, il y a eu aussi les images des migrants dans la Méditerranée. Il y a eu cette histoire absolument atroce de camions traversant l'Autriche. Et puis en même temps, il y a de l'inquiétude. Et puis on se dit, dans ma ville, il y a des gens qui attendent un logement depuis des années. Est-ce que vraiment on va faire place, en quelque sorte, à des réfugiés? Moi, je crois que c'est parce que tout le monde a naturellement des sentiments partagés qu'il faut que ce soit un moment où les politiques soient forts, et notamment forts sur les principes. Pardon, mais je vais être très ferme là-dessus. Pour moi, font partie de notre identité. On parle beaucoup d'identité, tiens. Font partie de notre identité nationale un certain nombre de principes fondamentaux. Le respect du droit d'asile et le droit du sol, j'espère qu'on en parlera, font partie de notre identité. Mais ça veut dire quoi? Que les migrants à caractère économique sont des gens qui ont vocation à repartir immédiatement chez eux? Oui, ma proposition, en fait, elle est de dire le droit d'asile, ça fait partie de nos principes, ça fait partie de notre honneur. Moi, j'aime pas voir la France à la traîne de l'Allemagne sur ces sujets-là. Le droit d'asile, ça fait partie de notre ADN en France. 60 000 personnes par an. Oui, mais là forcément beaucoup plus. Et quand François Hollande nous dit ce sera 24 000, c'est là notre quote-part, en quelque sorte, sur les 180 000 réfugiés qui sont aujourd'hui en Europe. Mais ce sera plus que 24 000. Il faut pas mentir aux gens, il faut pas mentir aux Français. Ce sera plus que 24 000. Mais je le dis avec netteté. Moi, je trouve que le droit d'asile n'est pas conditionnel. Quand quelqu'un se noie, on lui demande pas ses papiers, on lui tend la main. François Bayrou dit même il est hors de question de trier. Et c'est la tradition de la France. Sarkozy considère qu'il y a 3 sortes de migrants. Il dit il y a ceux qui sont là pour des raisons politiques, ceux qui sont là pour des raisons qui sont liées à la guerre, et ceux qui sont là pour des raisons qui sont liées à l'économie. Il dit les politiques, pardonnez-moi, on les accueille, les autres, à un moment, il va falloir qu'ils repartent. La proposition que je fais, moi ce que je crois, c'est que le droit d'asile ne doit pas être soumis à conditions. Le droit d'asile, il est dans notre tradition, il est dans notre identité. En revanche, pendant cette période de crise,
il faut lui donner la priorité. Et dire qu'on lui donne la priorité, ça a des conséquences. Non, on accueille les réfugiés. Mais dire qu'on lui donne la priorité, ça a des conséquences. Et notamment, ça a des conséquences vis-à-vis de l'immigration économique et vis-à-vis du regroupement familial. Je pense que pendant cette période, il faut restreindre fortement l'immigration économique et qu'il faut restreindre le regroupement familial qui aujourd'hui, de toute façon, prend la moitié de l'immigration annuelle, ce qui est proportionnellement beaucoup. Non mais attendez, soyons précis. Mais justement, c'est ce que je souhaiterais. On accueille des métiers au titre d'un certain nombre de priorités, de métiers tendus. On cherche des informaticiens, on cherche... Bon, écoutez, les Syriens, ils sont largement formés. Ils vont être là comme réfugiés. Ça veut dire que on les accueille eux. Et du coup, au titre de l'immigration économique sur ce genre de métier, on va prendre personne d'autre, c'est normal, on donne la priorité au droit d'asile. Deuxième exemple, sur le regroupement familial, on a des conditions aujourd'hui de regroupement familial qui sont plus favorables que certains pays européens. Si on veut rentrer dans le détail, pour bénéficier d'un regroupement familial, il faut pouvoir démontrer qu'on a, sur une période de 12 mois en moyenne, plus d'un SMIC mensuel pour la personne qui demande le regroupement familial. Mais dans ce calcul, en fait, rentrent ce qu'on appelle les revenus de remplacement, les indemnités journalières, les indemnités chômage. Il y a d'autres pays qui ne les intègrent pas dans le calcul, qui disent qu'il faut absolument avoir un boulot pour demander le regroupement familial. Et donc, à terme, ils vont bénéficier de nos aides, donc il va y avoir une sorte Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'on donne la priorité à ceux qui bénéficient du droit d'asile et qu'on restreigne les formes d'immigration ordinaire. Vous dites précis, soyons précis. Les 200 qui viennent d'arriver, imaginons que nous soyons chargés, vous et moi, de ça. Alors, on leur pose des questions. Comment on fait pour dire s'ils sont guerre, économique ou ressortissants de la politique du droit d'asile? C'est une vraie question. Je pense aux frontières, qu'est-ce qui fait les frontières? Allez, je pense qu'il faut qu'on soit plus systématique en fonction des pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait du traitement au cas par cas. En théorie, il y a une liste des pays qu'on appelle sûrs, c'est-à-dire les pays à partir desquels, normalement, on n'a pas vocation à demander le droit d'asile. Mais d'abord, cette liste n'est pas la même dans tous les pays de l'Union européenne, ce qui est quand même bizarre. Et puis, en fait, le gouvernement a encore renforcé les possibilités de recours pour les gens issus de pays sûrs. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, même si vous êtes d'un pays sûr, vous pouvez quand même demander l'asile, faire des recours. Je pense qu'il faut rendre les choses un petit peu plus systématiques. Présumons qu'aujourd'hui, une famille qui fuit la Syrie, elle fuit la guerre. Mais présumons. Oui, mais je pense qu'il faut rendre les choses un petit peu systématiques pendant cette période. Sur la question que vous posez, sur la question que vous posez aux portes de l'Europe, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut qu'on ait des genres d'Ellis Island aux portes de l'Europe. Vous savez, Ellis Island, c'était cet endroit où on arrivait quand on émigrait aux États-Unis, du temps d'ailleurs où c'était surtout des Européens qui émigraient aux États-Unis. C'est un peu la proposition de Nicolas Sarkozy. C'est aux portes de l'Europe, il y aurait des sortes de centres où on trierait les gens. Il faut pouvoir faire la différence très nette entre les migrants et les réfugiés. Après, est-ce qu'on peut les faire vraiment sur les territoires extérieurs? Ça, c'est la position de Nicolas Sarkozy. Quand c'est possible, formidable. Il y a peut-être des endroits où ce sera moins simple. J'ai plusieurs questions. Évidemment, à la base de tout ça, ces derniers temps, en dehors des migrants à caractère écologique ou climatique, réfugiés dits climatiques, il y a quand même la question de la guerre. Ce matin, Nicolas Sarkozy dit, alors il dit pas qu'il faut y aller au sol, contrairement à Bruno Le Maire, mais en tout cas, il va falloir que des experts guident les avions, etc. Donc on va pas régler ce problème si on règle pas l'affaire de Daesh et l'affaire de la Syrie. De ce point de vue-là, quelle est votre solution? Est-ce que vous êtes plutôt Le Maire ou plutôt Juppé? Je pense qu'il faut absolument Le Maire est pour la guerre, l'intervention au sol, Juppé contre. C'est bien que c'est pas des c'est pas des alternatives. Non, mais c'est très grave cette affaire. Bon, je crois que dit comme ça veut rien dire. Être pour ou contre la guerre, à mon avis, ça veut rien dire. Non, rentrons dans l'intervention au sol, pas pour ou contre la guerre. Rentrons dans le détail. Moi, je crois absolument qu'il faut détruire Daesh. C'est-à-dire, faut aller au bout. C'est ce que dit faut aller au bout de cet affrontement-là. Ouais. Je crois aussi que les frappes aériennes, c'est très insuffisant. Et d'ailleurs, on a vu en Irak ce que ça donnait, parce qu'aujourd'hui, on propose d'étendre en Syrie les frappes aériennes. On les mène déjà en Irak. Et en Irak, on nous dit qu'on aurait tué 10 000 djihadistes, mais il y en avait 30 000 avant, il y en a encore 30 000. Pourquoi? Parce qu'il y en a 10 000 autres qui sont arrivés. C'est-à-dire que ça ne permet pas d'aller au bout, en fait, Donc c'est pas des régiments français au sol qui doivent intervenir, mais des experts français, peut-être non, parce des que services spéciaux. Je suis en train de vous dire que l'aérien, les frappes aériennes ne sont pas suffisantes. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Il faut quand même s'appuyer sur l'expérience. Quand on a fait en Irak ou en Afghanistan une guerre où on a mis en avant l'Occident, ça s'est finalement structuré en Occident contre Orient, les puissances coloniales, et ça a donné des catastrophes. La guerre d'Irak n'est pas innocente de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Donc ce qu'il nous faut, c'est une coalition menée par les puissances régionales. Et puis dernière chose, ça sert à rien d'y aller s'il n'y a pas un projet politique.
C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit aux millions de tribus sunnites qui sont en fait coalisées autour de Daesh. Parce qu'on fait toujours comme si Daesh, c'était quelques milliers ou dizaines de milliers de barbares. C'est vrai, mais il y a des populations. Et il y a des populations qui en fait ne se reconnaissent plus dans les frontières de l'Irak, ne se reconnaissent plus dans les frontières de la Syrie. S'il n'y a pas de projet politique, il n'y a pas de proposition pour elles. Les pays, les frontières d'aujourd'hui... J'ai deux dernières questions et nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Pardon de vous interrompre. La primaire, vous y songez? Ça, c'est assez simple d'y répondre. Bon, j'ai toujours dit que c'était un sujet pour 2016, donc on pouvait éviter la question et continuer sur la guerre. Voilà. D'autres questions concernent la COP21. C'est le début, comment peut-on dire, symbolique aujourd'hui. Est-ce qu'on va vers l'échec ou pas? Vous avez été ministre de l'écologie. C'est des négociations qui sont très difficiles. Moi, je prône un pessimisme actif. C'est-à-dire que c'est très difficile de mettre tout le monde d'accord. Je suis pas sûre que le gouvernement ait la meilleure méthode avec cette espèce de duopole entre Laurent Fabius et Ségolène Royal. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un seul négociateur, une seule tête. C'est déjà suffisamment compliqué dans des négociations comme ça. Mais enfin, en même temps, c'est le seul endroit où il peut se passer quelque chose, la COP, en matière de négociation internationale sur le changement climatique. Donc même si c'est très difficile, il faut y aller à fond et essayer d'obtenir quelque chose. Merci beaucoup. Merci d'être venue ce matin, Nathalie Kosciusko-Morizet, sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. On va retrouver nos camarades de LCI, évidemment. Et Sophie Paolini sur celle de Radio Classique. Bonne journée, donc. 3 jours plus